Le Brent a franchi les 102 dollars lundi, non pas parce que l'Iran a fermé le détroit, mais parce que les États-Unis l'ont bloqué eux-mêmes. Après l'échec des pourparlers à Islamabad ce week-end, Donald Trump a annoncé un blocus naval américain autour des ports iraniens. La marine américaine a précisé que les navires à destination de ports non iraniens restent libres de circuler. Mais le marché, lui, n'a retenu qu'une chose, le détroit d'Ormuz, par lequel transite 20% du commerce mondial de pétrole, est désormais sous tension militaire directe. Le CAC 40 a clôturé en repli de 0,3%, une résistance qui masque une réalité sectorielle contrastée. Total Energy a progressé de 1,3% à contre-courant, tandis qu'Air France KLM a perdu 4,15%, pénalisé à la fois par la hausse du kérosène et par la menace pesant sur les flux touristiques moyen-orientaux. La mécanique est bien connue, quand le baril monte, les compagnies aériennes saignent en premier. Le Trésor français a publié ses projections. La croissance mondiale ne dépasserait pas 3,2% en 2026, un chiffre qui repose entièrement sur la stabilisation des prix du baril. La zone euro, importatrice nette d'hydrocarbures, subit une érosion de son dynamisme que ni l'Allemagne ni la France ne parviennent à compenser pleinement. Chaque baril supplémentaire au-dessus de 100 dollars aggrave le différentiel de compétitivité avec les États-Unis, exportateurs nets de gaz et de pétrole. La vraie question que les marchés ne posent pas encore ouvertement, jusqu'où cette prime de risque peut-elle monter sans déclencher une récession en Europe ? Pour l'instant, les investisseurs regardent, comme l'a dit Christopher Dembick de Pictet-AM, le verre à moitié plein. Le cessez-le-feu de 14 jours tient encore. Mais les positions des deux camps sur le nucléaire iranien restent irréconciliables. LVMH a publié ses résultats du premier trimestre lundi soir, et la guerre au Moyen-Orient a coûté exactement 1 point de croissance organique au groupe. Les ventes ont progressé de 1% à 19,1 milliards d'euros, là où les analystes attendaient 1,5%. Un manque à gagner que Bernard Arnault a quantifié avec une précision rare, le conflit a pesé 1% sur la croissance, sans compter les effets indirects. Les effets directs sont déjà significatifs. Le Moyen-Orient représente 6% du chiffre d'affaires de LVMH, mais 8 à 10% pour l'ensemble du secteur du luxe, et sa rentabilité y est nettement supérieure à la moyenne. Depuis le début du conflit le 28 février, les ventes dans les centres commerciaux de Dubaï ont chuté de près de 50%. La clientèle touristique du Golfe, qui achetait aussi à Paris et Milan, a suspendu ses dépenses. C'est précisément ce canal indirect qui explique le recul de 3% des ventes en Europe, une région que l'on n'associe pas spontanément au risque géopolitique moyen-oriental. Le titre LVMH a reculé de 25% depuis le début de l'année. Hermès a cédé 17%, Kering 9%. Morgan Stanley a abaissé sa recommandation sur Kering à pondération en ligne, estimant que le redressement du groupe est déjà intégré dans les cours, malgré l'incertitude persistante autour de Gucci. L'arrivée de Demna Gvasalia chez Gucci et de Jonathan Anderson chez Dior représente un pari stylistique dont les premiers effets ne se mesureront qu'en fin d'année. Ce qui rend ce trimestre particulièrement difficile à interpréter, c'est la superposition de deux cycles distincts. Le luxe sortait à peine de 2 années de baisse structurelle, portées par des hausses de prix excessives qui avaient découragé la clientèle aspirationnelle. Les signaux de reprise en Asie, visibles fin 2025, semblaient annoncer un retournement. L'offensive israélo-américaine en Iran, déclenchée fin février, a interrompu cette dynamique avant qu'elle ne se consolide. La division montres et joailleries, en hausse de 7%, et les premiers signes de stabilisation en Chine montrent que la demande de fonds reste présente. La question est de savoir si le conflit au Moyen-Orient est un choc temporaire ou une variable durable dans l'équation du luxe. LVMH se dit vigilant, mais néanmoins confiant. Le marché, lui, attend la semaine des résultats de Kering et Hermès pour se forger une opinion plus solide. Goldman Sachs a publié des résultats solides lundi. Bénéfices par action en hausse de 24% à 17,55 $, dépassant les attentes de 8%. Les revenus des activités de banque d'investissement ont bondi de 48%, les revenus actions de 27%. Pourtant, l'action Goldman a reculé en séance, signe que le marché regardait ailleurs, vers une question plus structurelle. Que va faire la Réserve fédérale ? La Fed se retrouve prise dans une équation inédite. La flambée du pétrole au-dessus de 100 $ alimente l'inflation, que les économistes anticipent à 3,1% en mars, avec une projection à 3,5% en avril selon la Fed de Cleveland. Dans le même temps, la même hausse des prix de l'énergie comprime le pouvoir d'achat des ménages et menace l'activité. Baisser les taux accélérerait l'inflation, les maintenir freinerait la croissance et les relever raviverait le spectre de 2022, quand le S&P 500 avait chuté de près de 20%. Beth Hamack, présidente de la Fed de Cleveland, a été la première à évoquer publiquement la possibilité d'une hausse des taux, une première depuis plusieurs années. Les marchés sur Polymarket accordent désormais plus de 40% de probabilité à un statu quo pour l'ensemble de 2026. La probabilité d'une baisse est tombée à 11%.
Goldman Sachs a par ailleurs révisé à la baisse ses prévisions de croissance de la consommation américaine, directement en raison de la hausse des prix de l'énergie. Le verdict tendra vers une paralysie monétaire si le conflit se prolonge. Les données de mars sur l'inflation, attendues cette semaine, constitueront le premier test concret. Si le chiffre central, hors énergie et alimentation, surprend à la hausse, la pression sur la Fed pour agir s'intensifiera. Si l'économie montre des signes de faiblesse simultanément, Jerome Powell se retrouvera dans une position sans issue propre. Le scénario de base du Trésor français et de la plupart des institutions repose sur un conflit qui ne dégénère pas davantage. Si le cessez-le-feu de 14 jours tient et que des négociations reprennent, le pétrole pourrait refluer sur les $90, libérant la Fed de son dilemme. Mais si les positions sur le nucléaire restent irréconciliables comme les négociations d'Islamabad l'ont suggéré, la prime de risque énergétique pourrait s'installer durablement. Et dans ce cas, ce n'est pas le taux directeur qui est en jeu, c'est le scénario de croissance mondiale tout entier.